Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Géopolitique, le MAG. Bonjour Léa Landman. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Vous êtes géopolitologue et vous vous intéressez évidemment aujourd'hui à la dernière libération de 4 otages morts à Gaza. Oui, alors aujourd'hui, Israël a reçu 4 otages morts. On connaît bien la place centrale des otages depuis le début de la guerre. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un peu sur la place des otages dans l'éthos national en fait, et politique en Israël, qui est un éthos national de ramener tout le monde à la maison, d'où la douleur nationale qu'on peut voir un peu partout en Israël. Et aujourd'hui, je vais commencer par citer une journaliste de Yediot Ahronot qui s'appelle Chen Seror Artzi. Et elle dit comme ça. À quoi ressemble la douleur du monde ? Elle ressemble à une mère enveloppant ses jeunes enfants dans un drap, les yeux grands ouverts d'effroi, son cri résonnant d'un bout à l'autre du monde tandis que des terroristes la traînent hors de son lit. Elle ressemble au poing serré d'un bébé qui n'a pas encore 1 an, à un tout petit avec sa tétine tentant de se calmer face à des fusils braqués. Elle ressemble à un père qui rentre après plus d'1 année de torture en captivité, sans soulagement ni délivrance dans le regard, mais seulement de la terreur et de l'incertitude. Elle ressemble à un vieil homme qui a consacré sa vie à la paix, enlevé, blessé et assassiné par ses voisins impitoyables. Alors, je ne fais pas de la poésie pour rien. Cette douleur ou ce sentiment envers les otages, ça accompagne Israël depuis sa création et c'est vraiment central à l'identité nationale. Et on reconnaît ici la famille Bibas et Oded Lifshitz. Oui, et Oded Lifshitz. C'est la première fois en Israël qu'il y a un kidnapping de masse, où autant de civils se retrouvent aux mains de l'ennemi, 251, et le Hamas connaît le prix qu'Israël est prêt à payer pour les ramener à la maison, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, si on met de côté les cartels de drogue, il y a eu très peu de kidnappings de masse au XXIe siècle. On peut citer évidemment Boko Haram au Nigeria en 2014, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, les Yézidis en Irak en 2014, ainsi que les enlèvements perpétrés par Daesh en Syrie et en Irak. Il y a également des enlèvements d'Al-Shabaab en Somalie et au Kenya depuis les années 2000, mais dans tous ces cas, il n'y avait pas de controverse pour la communauté internationale. Et ça, c'est un point critique. Dans la définition du statut des personnes enlevées. Ni dans la définition du statut. Vous savez, le Hamas, aujourd'hui, dans sa mise en scène hebdomadaire, a écrit sur les couffins arrêté le 7 octobre. D'accord ? Mais il n'y a pas eu ça autour de tous ces kidnappings de masse. On n'a pas remis en question la victime, qui est victime et qui est bourreau dans cette histoire. On n'a pas fait de Boko Haram les libérateurs nationaux d'une tribu, d'une partie de la population, etc. Et ça, c'est un compte dans la diplomatie internationale. C'est un compte, c'est un vrai enjeu, en fait. Le Hamas se sent renforcé par et je parle évidemment de la communauté internationale, institutionnelle, je ne parle pas seulement on est dans les représentations du conflit, comme on dit en géopolitique. Exactement, on est exactement dans les représentations du conflit. Sauf que ces représentations, elles ne sont pas en l'air, c'est-à-dire qu'elles ont une vraie répercussion dans la vie réelle. Oui. Donc, on parle du coup de cette communauté internationale. En Israël, la libération des otages n'a pas été l'un des buts immédiats de la guerre, Steve. Israël ne voulait pas restreindre sa réponse militaire en ajoutant cet objectif, mais la pression nationale, internationale et celle de certaines personnalités politiques en Israël ont fait que les otages sont devenus l'une des raisons officielles de la réponse militaire israélienne. Ça a permis en fait aux Israéliens de dire « on se bat aussi pour libérer les otages ». Depuis, bien qu'une grande majorité des Israéliens soutiennent un accord de libération, ce sont les politiques et leurs bases qui s'y opposent, surtout ceux de la coalition, voyant cet accord comme une capitulation. Donc, en fait, on pourrait avoir un débat en Israël autour du prix à payer. C'est un débat qui existe d'ailleurs au sein de l'état-major politique et militaire avec des oppositions. Bien sûr, alors moins militaire, il faut le dire quand même. Qui sont plutôt favorables à la libération assez tôt, d'ailleurs. Parce que l'éthos en Israël, c'est qu'on ne laisse personne derrière. Il faut ramener tout le monde à la maison. Un soldat qui part à la guerre en Israël, il sait qu'on fera n'importe quoi, que le gouvernement fera n'importe quoi pour le ramener. Ça fait partie du deal. C'est aussi lié à la conviction, Léa, d'une responsabilité des politiques, de l'armée dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Dans le 7 octobre, mais au-delà de ça, au-delà du 7 octobre, le fait qu'il y ait une controverse autour du 7 octobre, j'en parle après, mais on va le dire maintenant, une des otages qui est revenue n'a pas compris que c'était un sujet politique. Oui. Qu'il y a des gens qui s'opposaient, que le sujet de la libération des otages, 251, dans ces conditions soit devenu un sujet politique. Bon, la question des otages donc occupe une place unique et profondément émotionnelle dans la société israélienne, contrairement à de nombreux autres pays où les personnes kidnappées, puisque on connaît l'Iran fait du kidnappe des personnalités comme c'est une monnaie d'échange, mais ces négociations sont faites par
par les diplomates, par la stratégie militaire, c'est-à-dire qu'on laisse tous ces enjeux un peu de côté. On n'a pas des rassemblements massifs, en fait, des populations contre ça, ou pour libérer les otages. Encore une fois, je ne fais pas de généralité parce qu'on a vu, par exemple, la communauté internationale autour des femmes yézidis, autour de Boko Haram, etc. Mais ce n'était pas pareil. En fait, la libération même n'a pas été une fonction, en fait, de la pression nationale. OK. Ce principe est non seulement ancré dans la tradition juive, il a également façonné les politiques de sécurité nationale, les discours politiques et le sentiment public de manière très, très profonde. Donc, on a parlé de cet otage. Oui, Léa, je voudrais que vous nous rappeliez, donniez les grandes périodes qui ont scandé l'histoire d'Israël dans ce rapport aux otages, à leur libération. Alors, je vais commencer quand même en 48. Après, il faut savoir, je vais vous donner juste quelques exemples, mais depuis 48, en fait, régulièrement, il y a des libérations d'otages. D'accord ? Et qui dit libération d'otages, c'est jamais gratuit une libération d'otages. Beaucoup dans les années 60-70, c'était... Oui, mais même avant, en fait. Même avant. Dès 48, en fait, il y a eu déjà des kidnappings et des libérations et des échanges avec la Jordanie et avec l'Égypte, etc. Donc, dès ses débuts, l'État d'Israël a été confronté à des situations qui impliquent des soldats et des civils capturés. On fait dans le monde la différence entre civils et soldats. En Israël, c'est un tout petit peu compliqué puisque chaque personne de 18 ans est censée être obligée de faire l'armée. C'est l'armée du peuple. Il y a aussi toute cette histoire de souvenir d'impuissance juive pendant la Shoah. En fait, ça ramène à beaucoup dans l'imaginaire juif. En 68, par exemple, le Front populaire de libération de la Palestine, les amis des députés LFistes, détournent un vol El Al reliant Rome à Tel Aviv vers Alger, prenant 32 passagers israéliens en otage. Après 40 jours de négociations, Israël accepte de libérer 16 prisonniers palestiniens en échange des otages. En 72, on connaît tous l'histoire des JO de Munich, le groupe palestinien Septembre Noir demande la libération de 234 prisonniers palestiniens. Et un film est en salle actuellement à travers le prisme du traitement médiatique de Exactement. De cette crise. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, tout ça, ça a un vrai impact en fait. On sait très bien que le 7 octobre, c'est quand même une opération filmée par les terroristes même. Oui, ce qui rend encore le soutien pour le Hamas à l'international encore plus fou puisque les preuves sont là. Ok, on continue. En 76, un vol Air France Tel Aviv, Paris est détourné par, encore une fois, les terroristes du Front populaire et de la faction Armée Rouge vers Entebbe, en Ouganda. On connaît bien cette histoire puisque le frère de Benyamin Netanyahou a été tué lors de cette libération qui était une opération quand même audacieuse, incroyable et qui disait on ne laisse aucun Israélien, même à l'autre bout du monde. Netanyahou a construit sa carrière autour de cette histoire. Il connaît très bien la symbolique des otages, c'est-à-dire... Il a vécu, sa famille l'a vécu dans... Sa famille l'a vécu, a instrumentalisé, il a grandi sur cette histoire d'otages. C'est-à-dire que toute la politique israélienne autour des otages est encore plus particulière quand on la regarde à travers ce prisme-là. Au fil des décennies, Israël s'est illustré par des échanges de prisonniers asymétriques, souvent en libérant des centaines, voire des milliers de détenus palestiniens. Et quand je dis détenus, je parle de terroristes qui ont participé à des attentats, qui ont tué des Israéliens, etc. Et quelque part, ça faisait partie du prix à payer. La grande fois où il y a eu un gros débat, un vrai gros débat national autour de ça, c'était même pas en 2000 quand le Hezbollah a enlevé des soldats, c'était autour de Gilad Shalit et du prix à payer. En 2011 C'était en 2006 quand il a été kidnappé, il a été libéré en 2011. Et en fait, Israël a libéré 1027 soldats, dont évidemment Sarkassi Noir. Okay. À ce moment-là, les divisions politiques sont immenses. Mais à partir du moment où Israël a décidé en 2011 de libérer ces 1027 otages, ça fait 1 contre 1027. C'est d'ailleurs un ratio qui rend un peu fou les Palestiniens. Vous vous rappelez que pendant le début de la guerre, il y a une journaliste qui demande à Elon Levy, sur la BBC, je crois. Ouais, je crois que c'était sur la BBC, et qui lui dit mais pourquoi Israël demande à libérer, est-ce que la vie des Palestiniens n'a pas autant de valeur? Et il lui dit non mais un retournement des charges. Retournement des charges. Okay. Je ne vais pas continuer à énumérer ce que je voulais Surtout dire. qu'il nous reste 1 minute, Léa. Il reste 1 minute, ok. Donc on va faire ça encore plus simple. La crise des otages, c'est une vraie crise nationale et tout le monde parle du prix à payer. Mais le prix qu'Israël perd en terroristes relâchés, ce n'est pas le prix pour les otages, c'est le prix de la rédemption. C'est le prix à payer pour la pire faille de l'histoire d'Israël. Et bien qu'on parle d'individus, en Israël, ce sont les enfants, les femmes, les fils de tout le monde. Une première fois parce qu'Israël, c'est un petit pays et que tout le monde connaît quelqu'un touché par le 7 octobre ou la guerre qui a suivi. Une deuxième fois parce que les gens savent
que ça aurait pu être eux, et que par hasard, ce sont ces 251-là, et une troisième fois parce que c'est la chose juste et morale à faire, et c'est au cœur du sionisme et de l'éthos israélien. En tout cas, la manière dont l'Israélien aimerait se voir. Je voudrais juste finir par je reprends Heinz Rohr-Harty qui dit « En ce jour, toutes les communautés d'Israël pleureront, crieront, exigeront de ne pas détourner le regard, de ne pas nier, de ne pas rester silencieuses. En ce jour, nous essaierons ensemble de porter la douleur du monde. » C'est un dernier mot que je voudrais dire sur la diaspora et la communauté juive française en particulier. C'est l'une des communautés les plus engagées dans le monde autour du 7 octobre et depuis le 7 octobre à tous les niveaux individuels, institutionnels, les collectifs, etc. C'est un sort commun et c'est un deuil commun. Et cette semaine, ce sont les Juifs du monde entier qui feront Shiva, donc cette période de 7 jours de deuil, pour les otages. Et je pense qu'il y a une chose qui est claire après le 7 octobre qui va redéfinir en fait les lignes et les représentations, n'en déplaise à tous les antisionistes des universités et des cafés populaires, c'est que le sionisme est ancré dans le judaïsme. Donc, pas d'amalgame, en fait. Aujourd'hui, c'est une identité indissociable. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous comme chaque semaine. On peut réécouter votre chronique sur radioj.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Merci, Steve. Merci.